Bienvenue sur Label TV, votre chaîne panafricaine et internationale. Nous approchons à quelques jours du Grand Magal de Touba, le 18 Safar. Pour cela, j'ai un invité avec qui nous allons dérouler, bien entendu, l'historique du Magal, parler de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et plusieurs autres thématiques. Avec moi, Monsieur Omar Ba, Seydina Omar Ba, bonsoir. Bonsoir, Penda, et merci de m'accueillir sur ce Bienvenue à Label TV pour ce plateau spécial, donc Magal Touba, 18 Safar 2021. Seydina Omar Ba, avant d'entamer, on va parler un peu de l'historique du Magal. Qu'est-ce que le Magal de Touba? Le Magal de Touba, il faut d'abord parler du Magal en lui-même, le terme. C'est un terme wolof qui signifie magnifier quelque chose, glorifier quelque chose. Et Magal de Touba, c'est il y a toute une histoire. C'est au début, on faisait le Magal chez soi, parce que c'était une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba. On va revenir sur l'histoire, mais Cheikh Ahmadou Bamba, comme peut-être certains le savent ou pas, a été déporté au Gabon à l'issue du conseil privé qui s'est déroulé le 5 septembre 1895. Et ça s'est déroulé à Saint-Louis. Et c'est à l'issue de cette audience qu'il a été décidé de le déporter au Gabon parce qu'on considérait que ses agissements étaient de nature à troubler l'ordre public. Parce que c'est ce qui est écrit d'ailleurs sur les documents auxquels on a eu accès. Et pourquoi troubler l'ordre public? Parce qu'il avait une façon spécifique d'éduquer ses disciples dans l'islam. Je rappelle que le mouridisme, on va y venir, c'est l'islam et sa revivification. Et ils ont considéré que ces agissements ne pouvaient pas ne pas contrarier le projet colonial. Donc ils l'ont déporté. L'histoire est longue. Mais pour Serigne Touba, cette déportation, en réalité, n'est que le début d'un contrat qu'il a signé avec son Seigneur et à l'issue duquel il devait avoir d'innombrables bienfaits. Donc lui, d'un point de vue ésotérique, intérieur, il considère qu'il n'est pas un prisonnier et qu'il a conclu un contrat avec le Seigneur. Et donc, c'est pour ça que ce jour même, c'est-à-dire le jour où il a quitté sa demeure de Mbacké Bari dans le Djolof, au fin du fond du Sénégal. C'est ce jour-là, le 10 août 1895, pour se rendre à Saint-Louis. Et donc, c'est ce jour-là qu'il a recommandé à ses disciples de célébrer à chaque fois que l'anniversaire arrivera. Donc, il célèbre le jour finalement où il part affronter les épreuves. Parce que pour lui, les épreuves, et pour un homme d'une dimension spirituelle comme lui, les épreuves sont une manière pour Dieu, pour le Seigneur, de le hisser au rang supérieur. Donc c'est pour ça que le Magal, c'est en 1921, alors qu'il était à Diourbel, qu'il était déjà revenu depuis bien longtemps de son séjour au Gabon, de son séjour en Mauritanie, de son séjour à Thiel. Qu'on a commencé à le célébrer. Voilà, c'est en 1921 qu'il a demandé aux disciples de le célébrer. Il a dit, chaque fois que l'anniversaire de ce jour arrivait, on multipliait le nombre d'épreuves sur ma personne. Et ce jour-là, j'ai attendu la multiplication des épreuves et le Seigneur m'a fait savoir qu'en fait, les épreuves étaient terminées et que désormais, c'est les bienfaits qui allaient être décuplés tous les ans. Et c'est donc ce jour-là qu'il a demandé qu'on célèbre tous les ans. Et le Magal, c'est la reconnaissance à Dieu. Il a demandé aux gens de venir remercier Dieu, de s'associer à lui pour remercier Dieu pour les innombrables bienfaits qu'il a fait pour lui. Magal donc. Magal de Touba, pourquoi? Parce que
au début de 1921 à 1947, les disciples faisaient le magal chez eux. Voilà. Et c'est le deuxième calife de Cheikh Ahmadou Bamba qui a dit qu'il valait mieux venir à Touba et célébrer ça. Et donc c'était en 1947. D'accord. Avant de revenir sur la célébration globalement, on va d'abord parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Cheikh Ahmadou Bamba est un Sénégalais qui est né, selon les sources, vers 1855. Et donc, en plein 19e siècle. Il est issu d'une famille très réputée, très instruite en termes de sciences religieuses. Mon père était même le responsable d'un grand institut d'enseignement du Coran et des sciences religieuses. Et donc il a grandi dans cet univers-là, dans ce cadre-là. Il a très vite appris beaucoup d'ouvrages et il a surtout été un élève très appliqué, qui assimile vite ses cours. Et on a très tôt décelé en lui une certaine particularité dans son application à étudier, dans son application, y compris quand il n'avait même pas encore 10 ans, à essayer de faire comme les adultes, à plier la nuit, comme lui avait dit sa maman. Et donc c'est quelqu'un d'assez particulier, et cela se manifestera quand il grandira et quand, après le rappel à Dieu de son père, il fera un appel historique en disant j'ai reçu du prophète l'ordre d'éduquer à présent, non plus simplement à travers les sciences, mais dans la himma. La himma, c'est la haute détermination. Ça veut dire qu'en fait les sciences religieuses doivent être appliquées. On ne peut pas simplement être dans la science livresque. Et c'est là le début de ce qu'on appelle le mouridisme. On va en parler tout à l'heure. Et il a dit: je n'ai pas fondé une nouvelle confrérie, je n'ai pas fondé une nouvelle voie. J'ai plutôt revivifié le message islamique originel. Donc Cheikh Ahmadou Bamba, pour ceux qui nous écoutent, n'est pas un prophète. Parce que le dernier prophète, pour les musulmans, c'est le prophète Mohammed. Donc, mais le prophète avait dit que à la tête de chaque siècle arrivera un individu, une personne qui revivifiera le message islamique. Et dans l'histoire, on en a connu des gens qui ont fait ça. Et Cheikh Ahmadou Bamba a au moins cette station-là, avec d'autres stations. Peut-être que l'occasion nous donnera un jour d'y revenir. Et donc Cheikh Ahmadou Bamba est un Sénégalais qui a vécu au Sénégal, qui a grandi au Sénégal, qui a appris au Sénégal, qui a été éduqué ici et qui a lancé ce message qui est venu du coup contrarier le projet colonial. Parce que, voilà, fondamentalement, quand on parle de haute détermination, on parle d'un individu qui croit d'abord en ses capacités et qui n'a aucun complexe vis-à-vis ni de l'Orient ni de l'Occident. Et donc ça, c'est forcément frontal avec l'administration coloniale et avec ses visées assimilationnistes et colonialistes. Donc Cheikh Ahmadou Bamba a vraiment, de manière très ramassée, et on peut dire que c'est ça son message, c'est ça son histoire. Donc il a vécu de 1855 à 1927. Il a été rappelé à Dieu au mois de juillet 1927 à Diourbel. D'accord. Qu'est-ce que le mouridisme ? Le mouridisme, c'est un terme français, comme vous l'avez sans doute remarqué, et c'est assez bizarre comme terme, parce que mourid, le terme mourid est arabe, et on a ajouté isme. Mouridisme, ça veut dire que ceux qui se réclament de la voie mourid. Mourid, le terme veut dire aspirant, un aspirant à Dieu, quelqu'un qui aspire à Dieu, à être dans la proximité de Dieu, à tout le temps faire l'effort de se rapprocher de lui par ses actes, par son application, voilà, par sa dévotion. Et donc, toutes les personnes qui se réclament de Cheikh Ahmadou Bamba, du mouridisme, sont appelées des mourides. Voilà. Mais Cheikh Ahmadou Bamba lui-même a une définition beaucoup plus large du mouridisme, qui va au-delà même de la communauté. Parce qu'il dit qu'en fait, toute personne qui aspire à aller vers Dieu, à se rapprocher de Dieu, est un mouride.
Ce n'est pas de la récupération, parce que le terme n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas Cheikh Ahmadou Bamba qui l'a créé. Ça a une histoire dans le soufisme, dans ce qu'on appelle le tasawwuf. Et l'islam soufi, pour ceux qui nous regardent. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba lui a donné par contre des lettres de noblesse. Il a redoré le blason de ce que recouvre le terme mouride. Il dit même que, en fait, chaque être humain qui vit sur terre est mouride. Parce que soit on aspire à Dieu, soit on aspire à autre chose. On ne peut pas ne pas être aspirant dans la vie. Donc c'est ça le mouridisme. On dit souvent en arabe mouridia. Ça veut dire mouridisme. Mais le terme mouridisme a été même une appellation, on va dire, coloniale. Hein. Certains même disent qu'il ne faudrait pas l'utiliser. Mais pour la recherche, je pense qu'on peut l'utiliser. Et donc ça regroupe toutes les personnes, d'un point de vue sociologique, toutes les personnes qui se réclament de Cheikh Ahmadou Bamba et de ses enseignements. D'accord. Un petit mot sur la maman de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Diarra Bousso. Alors, sa maman... Une femme qui a marqué, qui inspire encore aujourd'hui. Effectivement. Et j'ai parlé tantôt de la précocité de Cheikh Ahmadou Bamba dans l'adoration de Dieu. Alors même qu'il ne savait quasiment pas ce que voulait dire adorer Dieu. Et ça, il tient ça de sa maman qui lui racontait souvent les grands croyants, les grandes personnalités qui étaient proches de Dieu, les grands ascètes. Il leur disait en fait, eux, la nuit, ils dormaient peu parce que la nuit, ils se mettaient à prier Dieu. Et quand on prie, on se met debout, on se courbe parfois. Et Cheikh Ahmadou Bamba, qui était tout petit, essayait, parce qu'il a juste entendu dire qu'en fait les hommes de Dieu étaient debout la nuit. Debout, on dit tahaw en wolof. Et pour lui, être debout, c'est être debout. Donc des fois, il se levait la nuit, il était debout pendant des heures, pendant de longues minutes. Et donc, c'est ça aussi la maman de Cheikh Ahmadou Bamba qui lui a inculqué très tôt les valeurs religieuses, les valeurs islamiques. Une femme qui n'a vécu que 33 ans. C'est extraordinaire parce que c'est la seule femme qui aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, voire en Afrique, je ne peux pas aller plus loin pour ne pas risquer de commettre une erreur, mais la seule femme à qui est dédiée une journée de célébration. Ouais. Tous les ans, dans une localité du Sénégal qui s'appelle Porokhan, les gens se ruent vers cette localité pour lui rendre hommage d'avoir été la première personne à inculquer à Cheikh Ahmadou Bamba ses valeurs et du coup d'en avoir fait ce qu'il est finalement devenu, c'est-à-dire une figure incontestée et incontournable dans le monde islamique sénégalais, voire dans le monde entier. Tout à fait. Seydina Omar Ba, au retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal après la déportation au Gabon, qu'est-ce qui s'est encore passé ensuite par rapport à sa famille, ses enfants, la succession des khalifes avant même que ça n'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé à son retour? Alors, à son retour au Gabon, parce qu'il y a eu deux retours en fait. Il est revenu du Gabon, et il a été à Libreville, à Mayumba, il a été à Lambaréné, et en tout, il a fait environ 7 ans et quelques mois, nous dit-on. Il est parti en 1895, le 21 septembre, il a quitté Dakar le 21 septembre 1895, et il est revenu à Dakar le 11 novembre 1902. Donc ce qui fait 7 ans, en tout cas, 7 bonnes années. Donc quand il est revenu, eh bien quelques mois après, il a été de nouveau déporté, mais en Mauritanie. En Mauritanie. Parce qu'en fait, ils ont considéré que ces agissements que l'on voulait éteindre, en fait, ont continué et les foules continuaient à affluer vers lui. Parce que c'est quelqu'un qui est revenu d'où personne ne revenait. Parce que avant Cheikh Ahmadou Bamba, des personnes ont été déportées. Mais l'administration coloniale a toujours été certain qu'un Sahélien déporté dans la forêt tropicale ne reviendrait pas. Et ça a toujours été le cas. Et Cheikh Ahmadou Bamba est revenu, et donc les disciples qu'il avait laissés ici ont considéré qu'en fait il y avait quelque chose de spécifique et de spécial chez lui. Et beaucoup plus de personnes sont venues à sa rencontre. Les allégeances se sont multipliées à lui et il a du coup de nouveau constitué une menace.
pour l'administration coloniale. Et qui pensait cette fois-ci que Cheikh Ahmadou Bamba préparait une revanche par les armes. Ouais. Et donc, c'est dans ces entrefaites qu'il a été déporté en Mauritanie en juin 1903. Il est revenu en 1907. 4 ans après. Beaucoup de choses se sont passées, mais pour aller vite, il a été ramené en 1907, mis en résidence surveillée dans une localité qui s'appelle Tchéyen, au Sénégal, où pour y aller, il fallait montrer patte blanche, il fallait même un visa pour y aller, dire pourquoi on y va, avec qui on y va, combien de jours on reste. C'était très contrôlé. Ouais. Donc en 1912, il a été amené à Diourbel. C'est à Diourbel qu'il a fini son séjour terrestre, parce que c'est d'ailleurs à Diourbel où il est resté le plus longtemps, parce qu'il est resté 15 années à Diourbel. Et c'est en 1927 qu'il a été rappelé à Dieu. Donc, de 1895 à 1927, Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été un prisonnier en réalité. Il a toujours été entre les résidences surveillées, entre les assignations à résidence. Et donc, il a finalement été pendant une période de 33 années, le nombre d'années que sa mère a vécu. Il a été 33 années durant empêché finalement d'être libre de ses mouvements. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir fait des choses extraordinaires. Et de laisser une voie qui est des plus dynamiques actuellement au niveau du monde islamique. Touba, la ville sainte, donc c'est venu à quel moment? Alors Touba, Cheikh Ahmadou Bamba a fondé Touba. La fondation de Touba, peut-être qu'on va dire un mot, parce que c'est central dans la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. En 1888, Touba a été fondée. Avant, il avait fondé une autre localité qui s'appelle Darussalam. Et à chaque fois, il cherchait une localité qui lui avait été indiquée d'un point de vue ésotérique et spirituel par son Seigneur, mais il ne savait pas où ça se trouvait. Et il l'a trouvé au fin fond de nulle part, dans une forêt qui s'appelle la forêt de Mbafar, qui est dans le Baol. Et c'est là qu'il a fondé la ville de Touba. Donc c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a fondé la ville sainte de Touba. Donc il n'a trouvé personne dans le terme du titre foncier de Touba. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est devenu un titre foncier. Voilà. Et c'est pour ça, pour ceux qui nous regardent, que Touba a un statut spécifique quand même au niveau du Sénégal. Par exemple, on interdit un certain nombre de choses, de boire de l'alcool ou de fumer dans la rue ou de tous ces interdits qui finalement au Sénégal ne le sont pas, en tout cas par la loi, mais on interdit ça à Touba parce que Touba est une propriété de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Et donc Touba qui est aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal d'un point de vue économique et démographique. Ouais. Touba qui concentre une population de plusieurs millions de personnes, Touba qui concentre aussi un certain nombre de problèmes liés à la démographie, à l'étalement urbain, à l'urbanisation. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'y venir. Mais en tout cas, c'est à Touba que le Magal se tient depuis 1947. Et c'est cette année aussi là où se tiendra le grand Magal de Touba. Très bien. La succession des khalifes, tout à l'heure on a... Alors, un khalif, en fait, c'est celui qui remplace. Cheikh Ahmadou Bamba a été remplacé par son fils aîné en juillet 1927. Son fils aîné s'appelle Cheikh Mohamedoul Moustapha Mbacké. Et Cheikh Mohamedoul Moustapha a été khalif. Khalif, c'est un représentant. C'est un terme qui veut dire représentant. Donc, un khalif de 1927 à 1945. Et c'est lui qui a été à l'initiative du chemin de fer, du fameux chemin de fer, qui a permis de convoyer le matériel pour construire la grande mosquée de Touba. Et c'était assez nouveau et assez inédit qu'une communauté mette ses moyens en commun pour mettre sur pied une infrastructure qui finalement est l'apanage d'un État, ou en tout cas d'une administration. Et c'est donc lui le maître d'œuvre de cela. Et c'est lui qui a fondé aussi la grande mosquée de Touba. Ensuite, il a été, en 1945, remplacé par Cheikh Mohamedoul Fadel, qui est son petit frère, qui a été là de 1945 à 1968. Et c'est en 68 que
Et c'est Cheikh Mohamed Mustafa, Cheikh Mohamed Fadel, le deuxième calife, qui a inauguré la grande mosquée de Touba le 7 juin 1963. Parce que son grand frère a commencé, mais lui, il a terminé et il a inauguré la mosquée en présence de beaucoup de personnalités, dont le président Léopold Sédar Senghor et d'autres personnalités et figures religieuses du Sénégal. Ensuite, il y a eu son petit frère, vu que c'est le plus grand à chaque fois, qui est Cheikh Abdul Ahad Mbacké, qui a été calife de 1968 à 1989. Et c'est lui qui a été l'initiateur de la grande bibliothèque de Touba. Il a aussi agrandi la mosquée, l'enceinte de la mosquée. Il a aussi créé une 2x2 voies. C'est la première fois qu'on voyait ça à Touba. Il a aussi créé une corniche. L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et de Serigne Cheikh Abdul Ahad, son œuvre, est véritablement fondatrice dans la voie. Parce qu'il a fait beaucoup à Touba en termes d'infrastructure, en termes d'équipement. Et donc, c'est lui-même qui était à l'origine des interdits dont je parlais. D'accord. Et il en avait informé le procureur pour dire qu'on ne pouvait pas fumer à Touba, qu'on ne pouvait pas boire à Touba, qu'on ne pouvait pas se pavaner en s'habillant comme on veut. Et donc, c'est le troisième calife qui a institué ça. Et après, il y a son frère qui est Cheikh Abdul Khadr Mbacké, qui a aussi été, dont le règne a été très bref, parce que c'était 11 mois. D'accord. Ensuite, Serigne Saliou Mbacké, qui est sans doute la figure la plus connue des gens de ma génération, parce qu'il est l'initiateur de la plus grande exploitation agricole du pays qui s'appelle Khelcom. Voilà. Et donc, Khelcom, comment vous traduiriez Khelcom pour ceux qui nous regardent? Khelcom, c'est un terme, Khel, ça veut dire l'esprit, Kom, ça veut dire économie. Ça veut dire que l'esprit est une économie, ça veut dire que c'est fondateur dans l'entrepreneuriat. Si vous avez l'esprit, si vous avez un mental, si vous avez l'esprit vivace, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez. Donc c'est comme ça qu'on le traduit. Et donc Serigne Saliou Mbacké a beaucoup fait, il a réfectionné la grande mosquée de Touba et il est parti en décembre 2007. Maintenant, et c'était l'ère maintenant des petits-fils, parce que jusqu'à présent c'était les fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, c'est 5 fils. Il y en avait d'autres, mais ils ont été rappelés à Dieu plus tôt. Et maintenant, c'est en 2007 que les petits-fils ont commencé à être khalifes. Voilà. Un petit mot sur les Baye Fall. Cheikh Ibrahima Fall, qui était-il lui aussi? Alors, Cheikh Ibrahima Fall était un grand disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Il fait partie des premiers à avoir prêté allégeance. On dit prêter allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba. Quand il a fait son appel célèbre en disant que désormais il y avait une voie pour véritablement amener les gens vers Dieu, dans la science certes, mais aussi dans la haute détermination, al-himma. Et Cheikh Ibrahima Fall fait partie des tout premiers à avoir... il n'était pas le premier, parce que certains pensent qu'il a été le premier, parce qu'il est le plus célèbre sans doute des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il fait partie des premiers à l'avoir. Et il s'est distingué par une manière de se comporter avec Cheikh Ahmadou Bamba qui était vraiment véritablement différente des autres. Parce qu'il a considéré Cheikh Ahmadou Bamba, il a tout de suite compris que c'était pas une personne banale, quelqu'un avec qui on pouvait faire ce qu'on veut ou parler comme on veut. Et c'est ça qui fait la spécificité de Cheikh Ibrahima Fall. Et c'est pour ça que Serigne Touba a toujours considéré que Cheikh Ibrahima Fall a compris sans doute avant tout le monde le message qu'il était venu adresser à l'humanité. Parce que l'humanité, je dis l'humanité parce que l'islam s'adresse à l'humanité. Et Cheikh Ahmadou Bamba a toujours considéré que la Mouridia, ce n'est pas une voie, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une confrérie. C'est la revivification de l'islam originel. Donc, Cheikh Ibrahima Fall, ceux qui se réclament de lui sont appelés les Baye Fall. On les reconnaît parfois par un accoutrement très coloré, très emblématique, et qui est vraiment très culturel aussi. Parce que les Ndiakhas, comme on l'appelle, mais ça, c'est un accoutrement. Mais être Baye Fall, c'est plus que ça. Ce n'est pas dans l'accoutrement, ce n'est pas dans l'apparence, c'est un état d'esprit. C'est une façon de considérer qu'en réalité,
la chose la plus importante, c'est la proximité avec Dieu. Et parvenir à cela, c'est cela être un Baye Fall. Et c'est cela aussi être un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, les Baye Fall, on les considère parfois comme un groupe dans le mouridisme, alors qu'ils sont, parce que Cheikh Ibrahima Fall est un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, tout simplement. D'accord. Parlons un peu des Hizbout Tarqiyyah. Les Hizbout Tarqiyyah, c'est un groupe. Les déclamations de Khassaïd, c'est les poèmes. C'est les poèmes. Et quand on parle de Khassaïd au Sénégal, on pense à Cheikh Ahmadou Bamba. Alors que le terme Khassaïd, c'est le pluriel de Khassida. Khassida, en arabe, ça veut dire poème, tout simplement. D'accord. Mais au Sénégal, et même parfois dans la sous-région ouest-africaine, quand on parle de Khassaïd, on pense à Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'il a écrit sans doute une quantité d'ouvrages et de poèmes. On parle de 7 tonnes. Voilà, ça c'est... On dit qu'il a écrit 7 tonnes 500, mais bon ça, on n'en a pas, on l'a pas vérifié. Certains disent que quand il venait du Gabon, ses bagages, ses affaires, en tout cas faisaient 7 tonnes 500. Mais ce qu'il a écrit est sans doute beaucoup plus que ça. Et on ne peut pas quantifier les écrits à travers des tonnages. Parce que ça n'a aucun sens. C'est l'enseignement qui compte. Voilà. Et maintenant, avec le numérique, tu peux mettre des milliers, voire des milliers d'ouvrages dans des bases de données numériques. Donc ça, c'est dans la géographie mouride. Mais en tout cas, on n'a pas connu une personne qui a une production aussi foisonnante, aussi prolifique jusqu'à présent. Donc, les Khassaïd, la spécialité de Hizbout Tarqiyyah, c'est un groupe qui a été créé, c'était des étudiants à l'université de Dakar dans les années 70, oui, me semble-t-il, et qui sont devenus incontournables dans la déclamation des Khassaïd, et pas que. Parce que moi j'ai visité leur quartier général à Touba, c'est extraordinaire. Ils ont une mosquée extraordinairement jolie, ils ont un centre de formation, ils ont une école, tout un système éducatif, ils ont une chaîne de télévision, ils ont un site internet. Ils sont sur tous les supports permettant de diffuser, d'élargir les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est eux à qui le Khalif confie la responsabilité de recevoir comme il se doit les hôtes qui viennent à Touba. Et ils les reçoivent dans leur quartier général avec toutes les commodités, tout le confort nécessaire. Donc, Hizbout Tarqiyyah, on les connaît surtout pour la déclamation des Khassaïd, mais c'est une structure véritablement, une cheville presque ouvrière, en tout cas de la marche de la communauté mouride. D'accord. Un mot sur les projets que les Mourides ont entamés depuis. Tout à l'heure, on parlait de d'économie. C'est un modèle qui marche, on peut le dire. Il y a beaucoup de réalisations, beaucoup de projets qui se sont mis en place. Et surtout, on a vu cette effervescence des Mourides, le fameux Ndigal. Dès qu'un projet est porté, ils font un bloc, ils mettent les moyens qu'il faut et ils y vont. C'est ça. Et c'est cela la force de la communauté mouride. C'est le Ndigal. Le Ndigal, ça veut dire l'injonction. Le Ndigal, c'est le Khalif qui donne un Ndigal. L'injonction, ça veut dire on va faire ceci. On a un projet, on fait ça. Et à chaque fois que le Khalif donne un Ndigal, les Mourides se ruent vers ça et donnent tout ce qu'ils peuvent pour réaliser le projet. J'ai parlé tantôt de la grande mosquée de Touba. Même avant Massalikul Jinan à Dakar, il y a la grande mosquée de Touba, qui fait partie des plus grandes mosquées d'Afrique. Et elle a été inaugurée le 7 juin 1963. Voyez-vous, elle a donc été construite dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'on a traversé la crise des années 20, on a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Cela n'a pas empêché les Mourides de réunir toutes les sommes nécessaires pour non seulement mettre sur pied le chemin de fer, en tout cas, mais aussi pour mettre les bases d'une grande mosquée qui était, en tout cas, qui n'était pas gagnée. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondateur. Et après, il y a eu beaucoup d'autres projets. Il y a, vous l'avez tantôt dit, la grande mosquée Massalikul Jinan qui est au cœur de Dakar.
Et j'y étais l'autre fois, mais c'est impressionnant, c'est hors norme quoi. Les gens parlent de la mosquée de Touba, mais quand on va à Massalikul Jinan, et ça a coûté une 20aine de milliards. Ensuite, il y a l'université actuellement de Touba, 37 milliards de francs CFA. L'hôpital qui a été inauguré récemment par l'État, cette fois-ci. Mais en tout cas, c'est une communauté qui compte d'abord sur elle-même à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Donc, l'indépendance, l'autodétermination, la liberté, du coup, d'investir. Parce que quand vous êtes libre et indépendant sur le plan financier, vous avez les coudées plus franches pour réaliser les projets que vous voulez. Et ça, évidemment, c'est une leçon peut-être à retenir pour tous ceux qui sont confrontés, les pays, les communautés qui sont confrontés à des difficultés. Comptez d'abord sur soi, parce qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Quand on est solidaire, on est beaucoup plus fort pour affronter et mettre sur pied des projets. La communauté mouride, au moins, a donné cette leçon-là. En tout cas, on n'a pas besoin d'être mouride ou musulman pour s'en inspirer. Parce que simplement, des projets pharaoniques que l'on ne pensait pas pouvoir être mis sur pied par une communauté ont été mis sur pied et continuent de l'être par une communauté parce qu'elle est soudée, parce qu'elle tient à son autodétermination et à sa liberté d'un point de vue économique et financier. D'accord. Pour en revenir au Grand Magal de Touba qui sera célébré ce 26 septembre 2021 à Touba, c'est un grand événement à la fois social, religieux, culturel, économique, mais surtout international parce que beaucoup de fidèles viennent de partout dans le monde. On compte à peu près combien de... Je ne connais pas le nombre exact, mais il se dit que chaque année, en tout cas, 3 millions à 4 millions de personnes se retrouvent à Touba. Pendant plusieurs jours, en tout cas, pendant le jour du Magal, c'est le 18 du mois de Safar. Safar, c'est le deuxième mois du calendrier musulman. Voilà, donc c'est le 18e jour. Et ce jour-là, effectivement, c'est l'effervescence. Mais avant aussi, 2, 3, 4 jours avant, ça commence. Des jours après, on va dire que ça prend une semaine en tout cas, à tout casser. Où les gens se retrouvent, parce que beaucoup de gens qui sont disséminés un peu partout dans le monde veulent célébrer le Magal à Touba. Même si, je l'ai rappelé tantôt, l'injonction de départ, c'était de le célébrer. Les gens le célébraient massivement chez eux. Mais quand le deuxième calife a demandé à ce qu'on le fasse à Touba, tout le monde veut être à Touba. Et ce n'est pas simplement les mourides, parce qu'il y a beaucoup de délégations diplomatiques, des délégations internationales qui viennent assister, qui viennent en tout cas honorer de leur présence le Grand Magal de Touba. Et c'est pour ça que c'est une effervescence nationale et internationale. Les vols sont remplis et je constate même en tant que chercheur que certains vols même font ce qu'on appelle des campagnes Magal. Quand ça s'approche, ils font des facilités pour que les disciples puissent aller à Touba. Donc ce n'est pas un événement simplement sénégalais. La preuve, en 2020, le pèlerinage à la Mecque, par exemple, n'a pas eu lieu. Et on n'a pas connu de rassemblement, en tout cas au monde, de rassemblement qui a réuni des millions de personnes. On n'en a pas malgré connu. Le Covid. Et Touba a célébré le Magal dans un contexte de Covid. Et c'est pour ça que Touba intéresse aussi beaucoup de chercheurs et attire beaucoup de regards. Et se demandent, mais qui sont ces gens qui, en pleine Covid, célèbrent comme si de rien n'était un événement comme ça. Et c'est intéressant. Et en plus, on l'a célébré après, il n'y a pas eu d'explosion des cas. Et donc, Touba est devenu une curiosité en réalité. Voilà. Et donc, d'un point de vue national comme international, les gens veulent venir voir. Mais qu'est-ce qui se passe à Touba? Et le Magal est une occasion, justement, de venir. Mais je conseille à ceux qui veulent vraiment découvrir Touba de ne pas venir pendant la Magal. D'attendre un jour ordinaire, et de venir beaucoup de monde, pour visiter tranquillement. Et je pense qu'ils vont découvrir des choses très très intéressantes. Très intéressant. Ailleurs, on célèbre aussi le Magal, comme en France, aux États-Unis. On a des domiciles Serigne Touba qui existent un peu partout. C'est ça, ce qu'on appelle les cœurs Serigne Touba. Cœur, ça veut dire maison, domicile, concession. Et les mourides ont cette constante
qui est à chaque fois qu'ils sont dans un pays ou dans une localité, de créer un endroit qu'ils appellent Kër Serigne Touba. Serigne Touba, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ça. Alors ils disent, c'est ici qu'on se rencontre pour vivre notre religion, pour célébrer le Magal. Il y a d'autres événements aussi. Et dans sur ces endroits-là, partout dans le monde, en France, aux États-Unis, au Canada, moi-même, l'année dernière, j'ai célébré le Magal en France. L'année d'avant aussi. Cette année vous êtes... Voilà, parce que je suis un peu basé en France. Donc, tous les ans, partout où il y a des mourides, ils se retrouvent pour célébrer le Grand Magal. Et ils disent tous le Grand Magal de Touba, alors qu'ils célèbrent le Grand Magal à Paris ou à New York. Mais le Grand Magal de Touba, c'est devenu presque une expression que tout le monde utilise. Même si on ne le fait pas à Touba, on dit le Grand Magal de Touba. Donc, le monde entier. Et moi, j'avais fait un dossier en 2017 sur la célébration internationale du Magal. Oui. Et j'avais pris quelques photos. Et j'étais assez impressionné par des endroits improbables. Je ne savais même pas qu'il y avait des Sénégalais. Ça existait. Et ils se retrouvent, même s'ils sont 4 ou 5, ou 10 ou 20, ils se retrouvent le jour du Magal pour célébrer le Magal, comme Cheikh Ahmadou Bamba l'a demandé. Et célébrer le Magal, c'est lire le Coran, lire les Khassaïd, donner à manger. Quel est un petit peu l'emploi du temps, grosso modo, de cet événement? C'est ça. C'est lire le Coran pour rendre grâce à Dieu, lire les Khassaïd, parce que les Khassaïd, c'est des louanges au prophète Mohammed, c'est des rappels, c'est des asgars, comme on dit, des mentions du nom de Dieu. On donne à manger à profusion aux gens, sans distinction d'origine, de race, de religion. Et c'est ça. Et Cheikh Ahmadou Bamba a demandé aux mourides d'être heureux ce jour-là et de faire en sorte que leurs enfants soient heureux, que leur famille soit heureuse, que tout ce qui les entoure soit heureux ce jour-là, parce que c'est un jour spécial qui est vraiment le point de départ d'un certain nombre de bienfaits que le Seigneur lui a accordé. Donc, qu'on soit à Touba ou ailleurs, les gens observent cela de la même manière. Ils les voient ensemble lire le Coran, après lire les Khassaïd, après manger, boire, mais manger et boire ce qui est licite en islam. C'est-à-dire tout ce qui est interdit et reste interdit le jour du Magal et après, pour les musulmans. Voilà, tout à fait. D'accord, Seydina Barma. Avant de terminer cet entretien, un dernier mot sur le dernier mot, c'est véritablement de souhaiter un excellent Magal à tous ceux qui nous regardent. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visiter Touba, je les invite à y aller, sans aucun a priori religieux et de venir voir par eux-mêmes. Et je pense que ça va susciter chez eux une curiosité. Et c'est ça le plus important. Mon message est celui-là. Parce que j'ai des convictions. Moi, je suis musulman, je suis mouride. Mais je suis certain que chez Ahmadou Bamba, la Mouridia, l'histoire de cette communauté dépasse de loin la communauté dans laquelle on veut l'enfermer. Donc j'invite tout le monde à faire l'effort de le faire. Et je tenais à remercier aussi la Belle TV de m'inviter. Et je suis particulièrement heureux de partager ce plateau avec vous et d'expliquer ce que je sais finalement de cette communauté qui m'a vu naître. Je suis né dans le mouridisme. Tous mes parents sont mourides, mes frères et sœurs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Seydina Barba. Et merci à vous, chers téléspectateurs, en vous souhaitant un très bon Magal pour ceux qui vont le célébrer partout où vous êtes. Merci.